Bonsoir à tous, bienvenue au sommaire de cette édition. Ouverture prochaine de la zone franche industrielle au Niger. Ce vendredi 26 juillet, les autorités nigériennes ont décidé de la mise en place de ce projet pour élancer les investissements dans le secteur industriel. Les indicateurs sont au vert pour le secteur hôtelier en Afrique. Selon la filière STR, a affiché une croissance de 6,3% pour le deuxième trimestre de l'année. Des performances constatées essentiellement dans les locations de chambres. Notre dossier entrepreneuriat de ce mardi s'intéresse à la vente du charbon de bois. Un reportage sur le sujet vous sera présenté dans la dernière partie de ce journal. On démarre avec ce reportage sur le déroulement des épreuves écrites du BTS session 2019 en Côte d'Ivoire. Depuis hier lundi 29 juillet, les quelques 56 000 étudiants postulant pour ce diplôme supérieur ont pris d'assaut les centres d'examen. Comment ont-ils abordé cette première journée? Nos reporters étaient au groupe École d'ingénieurs HETEC dans le quartier du Plateau d'Okuy. Et voilà ce qu'ils nous ont rapporté. C'est une journée décisive qu'ont vécu ce lundi 29 juillet les quelques 56 000 candidats à la session 2019 du BTS en Côte d'Ivoire. Pour le démarrage des épreuves écrites, la pression était au maximal chez les étudiants, comme constaté ici au groupe École d'ingénieurs HETEC du Plateau d'Okuy, l'un des principaux centres d'examen de la commune d'Abobo. Les dispositions réglementaires sont prises pour garantir le bon déroulement des compositions selon les normes émises par les autorités ministérielles. Nous sommes ici dans le cadre de l'examen du BTS, l'examen national. Et depuis 2 jours, donc, nous sommes à la tâche. Nous avons dans un premier temps réceptionné le matériel de l'examen. Et puis nous avons hier toute la journée préparé les salles. Nous venons donc de commencer ce matin. Pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. Une situation qui rassure la plupart des candidats qui ont ainsi l'occasion de confronter leur acquis à la réalité des épreuves, ceci dans un environnement adapté aux exigences des défis professionnels. Oui, effectivement, ce lundi 29, on a commencé à 7h55 par la première épreuve qui était technique d'expression française, qui s'est d'ailleurs bien passée. Les surveillants nous ont bien surveillés. En tout cas, tout se passe bien pour le moment. Si les épreuves ont visiblement été élaborées à la mesure des connaissances engrangées par les candidats, beaucoup d'entre eux se montrent confiants pour la suite. L'épreuve, on a commencé aujourd'hui par l'épreuve de français. Bon, je pense que les épreuves sont abordables. Bon, pour un étudiant qui a bien suivi en classe, il peut s'en sortir. Et les surveillants aussi, bon, ils font leur travail comme on leur demande de le faire. Les épreuves écrites du BTS en Côte d'Ivoire sont prévues du 29 juillet au 3 août, ce après les oraux qui ont eu lieu du 15 au 19 juillet. Toujours dans la journée de ce lundi 29 juillet, en Côte d'Ivoire, les candidats du baccalauréat 2019 étaient face à leur destin. Qui a été reçu ou qui est recalé pour 2020? Retour sur des moments pleins d'émotions dans ce reportage réalisé par la rédaction. Passera ou passera pas? Après plusieurs semaines d'attente, les 273 000 candidats aux épreuves du baccalauréat session 2019 ont été définitivement situés sur leur sort ce lundi 29 juillet, et ce, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Selon les statistiques dévoilées par le ministère de l'Éducation nationale, ce sont quelques 107 897 candidats qui ont été admis pour un taux de réussite de 41,23%, soit un recul de près de 5% par rapport à l'an dernier. Dans la cour de Tananamanko, l'un des centres d'examen de la commune d'Abobo, l'ambiance relevait d'un contraste frappant entre admis exultants au mieux de leur émotivité et non admis, incrédules face à cet échec pour beaucoup inattendu. La douleur dans l'âme, certains candidats malheureux parviennent tout de même à se faire un moral. Certes, 2019 a été un échec,
mais sur lequel d'aucuns espèrent rebondir l'an prochain. Pour les admis, on en a encore pour quelques journées de réjouissance, mais il faudra très vite se recentrer sur l'essentiel. J'ai eu mon bac et je suis très heureuse. Il n'y a même pas de mots pour exprimer ma joie. Je suis très heureuse. C'est tellement... Et je suis heureuse. Merci. J'ai validé mon bac, c'est pour ma maman. Je n'ai pas le mot. Actuellement, je suis comme un âge. Un âge d'enfant, là, il y a ouais. Déjà, bravo aux admis, pourvu que les circuits d'insertion dans la formation professionnelle soient suffisamment ouverts pour accueillir ces dizaines de milliers de nouveaux bacheliers. Avant de refermer la page académique de ce journal, je vous propose de suivre cet extrait de l'émission Complément de cours portant sur la gestion commerciale. Madame Baba, professeure de marketing et vente, était l'invitée de Khalif Diakité. Regardez. C'est que lorsque on a fait une soit évaluation ou bien un cas pratique, je veux dire un exercice de classe, et qu'on a corrigé, je leur dis toujours, considérez que vous n'avez jamais corrigé. Laissez-le corriger au nord, vous-même restez au sud. Reprenez l'épreuve sans la correction. Et puis essayez de faire. En ce moment, vous voyez, à chaque fois que vous évoluez dans l'exercice, vous voyez vos insuffisances. Ah, j'ai pas compris ici, j'ai pas compris ici, j'ai pas compris ici. Donc, c'est la meilleure manière d'évaluer ces insuffisances. Mais quelqu'un qui prend une correction, ou bien même l'épreuve et une correction, qui la lit, comment il va savoir s'il est fort ou pas? Et donc, mais le professeur, il y a le bruit qui court aussi que la particularité de l'épreuve de management de la force de vente, ce sont ces calculs compliqués. Donc, professeur, les étudiants attendent aujourd'hui certainement de vous que vous leur donniez sur ce plateau des techniques secrètes et miracles pour pallier à ces différents calculs, notamment pour la détermination du nombre de vendeurs et consorts. Par la méthode de la charge annuelle du travail. Parce qu'il y a 3 méthodes. C'est la méthode la plus compliquée. Ah oui, je vous remercie beaucoup pour cette question. Il faut dire que tout commence par le subconscient, par la psychologie. Lorsqu'on se met en tête que c'est difficile, cela va paraître difficile. Il n'y a rien qui est difficile. Rien n'est difficile. Il ne faut pas se bloquer l'intelligence. Je leur dis souvent que nul n'est bête. Nul n'est inintelligent. Il y a la volonté et le travail. A priori, c'est peut-être compliqué, mais c'est pourtant ce qui est compliqué qui est facile. C'est ce qui n'est pas compliqué qui est difficile, parce que ce qui est compliqué, ce qui n'est pas compliqué, il y a 10 000 chemins pour y parvenir. Mais ce qui est compliqué, il y a un seul chemin. Donc, par exemple, l'épreuve de management de la force de vente et notamment la détermination de la force de vente par la méthode de la charge annuelle du travail. Si vous avez fait 4 exercices différents de la détermination de la taille, c'est fini. Cette question, quelle attitude doit-on avoir au cours d'un sujet de management de la force de vente? Voilà. Comme je le disais, la sérénité. La sérénité, la concentration, et puis essayer de se remémorer tout ce qu'on a vu en classe. C'est pourquoi j'avais dit, si un étudiant est présent, ça va beaucoup l'aider. Surtout, comme vous l'avez dit, au niveau de la rémunération,
la taille optimale de la force de vente, l'optimisation du vendeur. Ces éléments-là vont l'aider dans la rédaction de son sujet. On boucle le chapitre académique avec cette information relative à la deuxième session annuelle de la Commission régionale des experts, la CRE, qui s'est déroulée les 22 et 23 juillet à l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion ISTAC de Yaoundé. 3 mois après la deuxième session, avril, les experts se sont réunis pour l'évaluation des projets soutenus par l'AUF en Afrique centrale et Grand Lac, le renouvellement des allocations de recherche doctorale. La CRE est un organe du Conseil scientifique de l'Agence universitaire de la francophonie chargé d'évaluer la qualité et la pertinence des projets sélectionnés dans le cadre d'appels d'offres régionaux. Le gouvernement nigérien vient de décider ce 26 juillet de l'ouverture d'une zone franche industrielle pour attirer les investissements dans le pays. Les autorités espèrent donc booster la croissance économique et améliorer les finances publiques grâce à l'injection massive de capitaux étrangers dans le secteur industriel. Autre impact attendu dans le cadre de l'élaboration de ce projet, la réduction des chiffres du chômage dans un pays où le taux de pauvreté s'élève à 44,1%. Quelques avantages de la digitalisation des opérations bancaires pour les banques de la zone UEMOA. C'est le sens de la concertation qui s'est tenue ce 29 juillet à Dakar, au Sénégal, entre les acteurs du secteur bancaire de l'Union autour du thème « La digitalisation des opérations financières, quelle opportunité dans l'espace UEMOA ». Selon les experts, l'impact du numérique peut contribuer à l'élargissement de la gamme des produits des établissements bancaires et financiers et à l'amélioration de la communication avec la clientèle. Une aubaine pour un secteur qui bénéficie d'un marché potentiel de 120 millions d'habitants pour les 8 pays de la zone. Le Libéria va bientôt se doter d'une banque agroalimentaire. C'est ce qu'a annoncé le président George Weah lors d'une réunion des donateurs avec les experts de la Banque africaine de développement, dont le président de l'institution, Akewumi Adesina. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement national et du programme pour la prospérité et le développement en faveur des pauvres. Il s'agira pour le Libéria de procéder à une sorte de révolution de la chaîne des valeurs dans le secteur agricole en dotant les acteurs clés, dont les paysans, des outils modernes de production jusqu'à la mise en place d'une politique de transformation viable. Monrovia compte ainsi sur l'appui de l'institution bancaire pour matérialiser ce projet. On prend la direction du Nigeria où certains acteurs du monde de la finance critiquent les mesures de la Banque centrale visant à accroître les capacités de créance des établissements bancaires. Lors de sa dernière réunion de politique monétaire du 22 juillet 2019, la Central Bank of Nigeria a décidé de maintenir son principal taux directeur à 13,5%. Une mesure qui vise à soutenir la croissance économique par un financement plus important des entreprises, ce qui semble peu crédible aux yeux de certains analystes qui estiment la mesure inappropriée dans un contexte économique marqué par un faible niveau des chiffres de la consommation et par une politique monétaire vulnérable. Et chez le voisin camerounais, c'est une toute autre première avec l'ouverture le 25 juillet dernier d'un centre incubateur pour entreprises à Yaoundé. La mission de ce centre, inaugurée par le ministre en charge des PME, Achille Basilinki III, est justement d'accompagner les initiatives entrepreneuriales dans leur phase d'installation, de maturation et de croissance. Easy Office, tel qu'a été baptisé ce centre, permettra par ailleurs de relever le niveau de formalisation
des PME camerounaises qui représentent jusqu'à 90% du tissu industriel local. Nouvelle performance dans les industries hôtelières en Afrique. Selon le groupe mondial d'analyse STR, le taux de croissance du secteur pour le deuxième trimestre de l'année 2019 est de 6,3%. Des chiffres que l'Institut justifie plutôt par la hausse du niveau de fréquentation des chambres et l'augmentation des coûts de location dans l'ensemble des régions du continent. Ces données qui sont les éléments clés du RevPAR pour parler des revenus par chambre dénotent selon les experts de la bonne santé du filière en pleine expansion avec un niveau moyen de 61,33 $ par chambre. On fait une transition avec notre micro-trottoir. Le thème retenu pour cette édition est la facilité élargie de crédit. Que recouvre cette notion économique? Les avis dans cet élément. Bon, si je décompose l'expression, si je me présente à une banque pour prendre un crédit, qu'on me facilite le paiement de ce crédit-là, l'échelonnement soit beaucoup plus souple pour moi. Pour moi, facilite et élargit le crédit. Je prends un exemple, si une société fait des prêts à des personnes qui en ont besoin, pour pouvoir emprunter, l'accès sera plus facile pour emprunter. Maintenant, quand on dit élargi, bon, selon moi, pour pouvoir rembourser là, il vous donne en tout cas du temps pour pouvoir vous-même être prêt. Bon, c'est un moyen mis en place pour faciliter, pour donner le crédit facilement. Facilite élargir les crédits est un accès ou un moyen plus fiable au crédit, un accès facile au crédit. Et naturellement, on en vient au doc avec des éléments d'information beaucoup plus pertinents sur la facilité élargie de crédit. Quelques minutes pour mieux comprendre. La facilité élargie de crédit, en abrégé FEC, fournit une aide financière aux pays qui connaissent des difficultés prolongées de balance des paiements. La FEC a été créée comme guichet du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, Fonds fiduciaire RPC, dans le cadre d'une réforme plus large visant à assouplir le soutien financier du FMI et à mieux l'adapter aux besoins divers des pays à faible revenu, notamment en période de crise. La FEC est le principal outil dont dispose le FMI pour apporter un soutien à moyen terme aux pays à faible revenu. La FEC s'adresse aux pays remplissant les conditions requises pour bénéficier du fonds fiduciaire RPC et se heurtant à des difficultés prolongées de balance des paiements qui portent à penser que la réduction des déséquilibres macroéconomiques sous-jacents de ces pays est à envisager dans un horizon à moyen ou long terme. L'aide est accordée pour une durée initiale de 3 à 4 ans avec une durée maximale totale de 5 ans. Après qu'un accord FEC a expiré ou a été annulé, de nouveaux accords peuvent être approuvés. Le montant du financement mis à disposition au titre de la FEC est déterminé cas par cas en fonction du besoin de balance des paiements du pays, de la solidité de son programme économique, de sa capacité de rembourser le FMI, de l'encours des crédits du FMI et des antécédents du pays en matière d'utilisation des ressources du FMI. Et il doit être conforme à certaines normes d'accès. Le montant du financement concessionnel disponible au titre du fonds fiduciaire RPC est limité à 75% de la quote-part par an et l'encours total des crédits concessionnels à 225% de la quote-part. Ces plafonds peuvent être dépassés dans des circonstances exceptionnelles. Le financement peut être augmenté en cours d'accord si cela s'avère nécessaire. Je vous l'annonçais au sommaire, c'est du business du charbon de bois que nous parlerons dans notre dossier entrepreneuriat. Cette activité a permis dans un passé récent à de nombreuses populations d'aspirer à ce bâti grâce à la prospérité du secteur. Mais comment les détaillants de cette matière première gèrent-ils la situation actuelle avec la vulgarisation du butane dans les ménages ivoiriens? C'est un reportage signé Christian Ago et Kra Kwaku.
Entre autres activités les plus porteuses dans le microscope entrepreneurial ivoirien, la vente de charbon de bois qui pendant longtemps a été pour beaucoup de micro-entrepreneurs une source de revenus appréciable pour les micro-entrepreneurs en quête d'activité en Côte d'Ivoire. Avec la cherté des bouteilles de gaz à une certaine époque, les populations à revenus moyens préféraient se tourner vers cette matière première très prisée pour la cuisson en Afrique, non seulement en raison de son type de commercialisation en détail, mais surtout parce qu'à défaut d'avoir la possibilité de se procurer une bonbonne dans l'immédiat, le charbon représentait la meilleure alternative pour nourrir les familles. Cette situation avait permis la revalorisation d'une filière peu rentable avec la multiplication des commerces de charbon dans la plupart des bourgs de la capitale économique ivoirienne et une présence plus forte des nationaux dans le système de commercialisation. Le sac, souvent on gagne 200, souvent c'est 300, souvent 100 francs même on gagne un sac. Donc c'est ça, c'est ce qu'on gagne. Bon, j'envoyais 118, il me reste 40 sacs. Il faut le dire, la filière charbon, quoiqu'ayant été un vivier important de création d'emplois dans le secteur informel, a très vite été noyée par la politique d'accessibilité au gaz butane mise en place par les pouvoirs publics, qui a permis de faire chuter les coûts du butane pour les ménages ivoiriens. Du coup, cette activité qui suscitait un certain enthousiasme pour les populations en manque d'emploi prenait du plomb dans l'aile avec un niveau de demande en baisse. Je vends le sac à 2300. Je prends 100 pour placer. Je place les gros là à 100 francs. Les petits, comme ici, là, je mesure la boîte à 50. C'est comme ça ils vont. Il y a des fois, je verse un sac, je vois au moins 500 comme ça. Donc c'est comme ça qu'il fait pour manger, pour payer mes habits. Outre cette démocratisation du butane, la filière charbon a également pâti du coût trop élevé du format de boîte utilisé par les détaillants pour le commerce. Pour un achat de 100 francs, la quantité servie était jugée insuffisante pour satisfaire les besoins de cuisson des foyers. Rien que pour une sauce ordinaire, les ménagères se voyaient contraintes de s'en procurer pour un montant minimal de 300 francs CFA. Une réalité difficile à supporter sur le moyen terme pour des portefeuilles amaigris. Cependant, le charbon reste un produit assez présent dans les quartiers des grandes agglomérations de Côte d'Ivoire, puisqu'il permet de dépanner les foyers dans l'urgence en cas d'épuisement des bouteilles de gaz ou de pénurie. Ce qui fait tout de même l'affaire de certains commerçants qui se maintiennent tant bien que mal dans l'activité. Un peu que je gagne, je me débrouille avec. Je fais ce que je peux faire avec, je nourris mes enfants, c'est tout. Jusqu'à présent, il n'existe pas de véritable cadre réglementaire pour rationaliser la politique d'exploitation et de commercialisation du charbon. Cette absence de suivi institutionnel plonge la filière dans une précarité informelle qui aurait pu être palliée par une organisation mieux structurée, de sorte à permettre à ces acteurs d'en tirer un meilleur profit. Accordons-nous à présent quelques instants pour suivre ensemble les cours du franc CFA à l'international. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur 2OF TV. À bientôt.